Alors aujourd'hui dans Parlons-en, je vous propose de poser nos bagages en Allemagne alors que le premier train à grande vitesse vient de quitter Paris pour Berlin d'ailleurs. Ce lundi marque tout autre chose, un tournant politique outre-Rhin. Le chancelier Olaf Scholz affronte aujourd'hui le vote de confiance des députés. Plus d'un mois après l'effondrement de sa coalition gouvernementale, vote qu'il va perdre. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Mais va-t-on toutefois vers une Allemagne ingouvernable? C'est la question autour de laquelle on va discuter jusqu'à 10h45 avec mes invités au féminin. Aujourd'hui, Hélène Miard-Delacroix, Jeannette Zus et Anne Maillet qui est à Berlin. Bonjour mesdames, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire. C'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Hélène Miard-Delacroix. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Parmi vos dernières publications, Ennemis héréditaires, point d'interrogation, un dialogue franco-allemand qui est sorti chez Fayard. Et vous avez dirigé l'un des derniers numéros de Questions internationales sur l'Allemagne. Bonjour Jeannette Zus. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes chercheuse au comité d'études franco-allemandes auprès de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous signez un article sur les libéraux dont on va parler dans un instant dans le nouveau numéro d'Allemagne d'aujourd'hui qui sortira au mois de janvier. C'était le 6 novembre dernier, alors que le monde avait les yeux rivés sur les États-Unis où Donald Trump venait d'être largement réélu. Les Allemands, eux, étaient rattrapés par la crise politique, la coalition dite tricolore, sociodémocrates, libéraux et verts volés en éclats après le limogeage du ministre libéral des Finances, Christian Lindner, par Olaf Scholz. 1 mois et demi, presque plus tard, nous y voilà. Le chancelier allemand posera tout à l'heure la question de confiance qui entraînera formellement, sauf surprise, mais on n'y croit pas, la dissolution du Bundestag, le Parlement allemand, et des élections donc fin février. Avant de vous entendre toutes les deux sur les raisons de cette crise allemande et surtout ses implications, et pas seulement pour l'Allemagne, on va vous retrouver à Berlin, Anne Maillet. Bonjour Anne. Un chef de gouvernement qui s'apprête à être démis de ses fonctions sur fond de négociation sur le budget, ça ressemble à un scénario qu'on connaît assez bien ici en France et pourtant c'est une crise typiquement allemande. Oui, à l'exception des sociodémocrates qui devraient accorder leur confiance à Olaf Scholz aujourd'hui et des Verts qui, eux, devraient s'abstenir. Tous les autres députés du Parlement aujourd'hui vont certainement voter la défiance. Olaf Scholz, vous le savez, n'a plus de majorité au Parlement. Il est désormais à la tête d'un gouvernement minoritaire. Donc, ce vote de confiance perdu d'avance, c'est vraiment sa seule porte de sortie pour provoquer des élections législatives anticipées qu'il espère gagner, bien sûr. Alors vous l'avez rappelé, ce gouvernement s'est essentiellement déchiré et il a explosé sur l'épineuse question des finances. Cette coalition tripartite, la première de son genre en Allemagne, se voulait une coalition du progrès avec énormément de projets. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine, l'explosion du prix de l'énergie, une industrie en grande difficulté, une zizanie permanente entre les membres du gouvernement et puis la Cour constitutionnelle qui enfin d'année dernière a retoqué le budget de ce gouvernement. Ça a été vraiment le début de la fin pour la coalition d'Olaf Scholz qui n'était plus en mesure de financer aucun projet de grande envergure car les libéraux s'arc-boutaient sur le respect du frein à la dette. Le frein à la dette, c'est ce mécanisme qui empêche l'État allemand de s'endetter outre mesure. La coalition d'Olaf Scholz a donc explosé et ce fameux frein à la dette fera certainement l'objet de très nombreux débats ces derniers mois car sans surprise, le SPD souhaite le réformer pour pouvoir financer tous les projets qui seront au cœur de la campagne électorale. Anne, comment est-ce que les Allemands vivent cette crise politique? Ça n'est pas si souvent qu'une coalition est ainsi démise. Non, c'est assez rare, mais pour tout vous dire, les électeurs allemands sont plutôt contents en fait de s'être débarrassés de cette coalition tripartite qui a fait plutôt mauvaise figure ces derniers mois. La cote de popularité du gouvernement d'Olaf Scholz était historiquement bas. 85% des Allemands n'étaient pas satisfaits de son travail. Alors pour l'instant, les électeurs lorgnent plutôt du côté de la droite conservatrice et de son chef Friedrich Merz qui
qui a mis entre parenthèses sa vie politique pendant plus d'une dizaine d'années pour travailler dans le monde de la finance, dans un contexte politique et économique très tendu, avec peut-être une seconde année de récession. Les conservateurs sont crédités d'environ 30% des intentions de vote. L'extrême droite, elle, pourrait obtenir entre 18 et 20% des votes, tandis que le SPD d'Olaf Scholz est en troisième position. Donc, sauf remontée spectaculaire comme en 2021, ces élections anticipées devraient également pousser Olaf Scholz vers la sortie, car pour beaucoup d'électeurs ici en Allemagne, il incarne bien évidemment le visage de cette expérience gouvernementale qui n'a pas fonctionné. Anne Maillet depuis Berlin, merci beaucoup Anne. Retour sur ce plateau. Hélène Millard-Delacroix, Freud appelait ça la Schadenfreude, la joie mauvaise à l'idée du malheur d'autrui. Il ne s'agit pas ici de dire que nous les Français, avec la situation politique qu'on connaît, on regarde avec une forme de mépris ce qui se passe aussi en Allemagne, mais un chef de gouvernement démis de ses fonctions, qui s'apprête à l'être sur fond de négociations, budget très compliqué. Qu'est-ce que nos deux crises politiques actuelles, franco-allemandes, ont en commun ou n'ont pas en commun ? Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est en fait notre proximité franco-allemande, c'est-à-dire qu'on se regarde beaucoup pour se mesurer et souvent pour se consoler. Donc là, ce qu'on appelle la Schadenfreude, qui est un mot allemand qui est entré dans un certain nombre d'autres langues d'ailleurs, c'est pas ce plaisir malin à voir l'autre être pataugé dans les mêmes difficultés, mais il y a quand même c'est un peu rassurant pour les Français de se dire finalement le très très bon élève que sont toujours les Allemands et qui nous donnent des leçons. C'est quand même assez singulier qu'on vive, que ces deux pays vivent. Voilà. Alors en même temps, c'est pas une très très bonne nouvelle parce que jusqu'à présent, dans l'histoire, on a montré qu'il valait mieux que les deux pays soient en bon état, voire que s'il y en a un avait du mal, que l'autre puisse le tirer. Donc, on ne va pas se réjouir de ça. En revanche, ce qui est important, c'est à la fois de voir la similitude. On a en effet des gouvernements qui se trouvaient avec une difficulté à comment dire, faire adopter leur budget et qui finalement se séparent. Et puis, on va voir aujourd'hui, si toutes les choses se passent comme prévu, il va être mis en minorité et donc il ne va pas avoir la confiance. En même temps, ce qui est important, c'est les différences. C'est pas du tout la même constellation. Ce gouvernement, il était à trois couleurs, on disait donc feu tricolore. Alors on l'a beaucoup qualifié de progressiste, enfin avoir un projet tirant à la fois vers plus de social, attention aux comptes et aider les entreprises et en même temps faire le virage écologiste. Sauf qu'il faut aussi savoir que si on a fait cette coalition il y a 3 ans, c'est parce que l'état des forces au Parlement allemand ne donnait pas d'autres possibilités. Il faut bien comprendre que le système allemand est un peu l'inverse de ce qu'est le système français, c'est-à dire que c'est le résultat des élections au Parlement qui donne une image de ce qui est possible, de forces politiques qui peuvent se mettre ensemble pour faire un projet. Et ce projet, il était quand même un petit peu acrobatique et on a vu qu'il n'a pas résisté, en effet, en plus au défi énorme qu'a été l'attaque de l'Ukraine par la Russie. C'est l'échec, Jeannette Zus, d'abord d'Olaf Scholz, la situation politique dans laquelle se trouve l'Allemagne aujourd'hui ? Il est vrai que, comme l'a évoqué aussi votre correspondante à Berlin, cette coalition feu tricolore n'affichait vraiment pas d'une grande cote de popularité et ça valait particulièrement pour Olaf Scholz en tant que chef de file qui n'a pas vraiment su assumer un véritable leadership, que ce soit à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle européenne. Il n'a pas lancé des grands projets européens, donc c'était aussi un problème pour ce leadership à l'échelle européenne. Mais dans tous les cas, il n'a pas réussi à rallier les troupes. Il y avait beaucoup trop de pommes de discorde qui se sont vues, qui ont été exposées en fait au grand jour par les partenaires de la coalition, notamment les libéraux démocrates, qui étaient ce qu'on qualifierait plutôt en partenaire junior, donc pas en parti qui avait vraiment le plus de voix au sein de la coalition. Et pour autant, ce sont eux qui se sont souvent manifestés à travers les joutes oratoires. Ils se sont plutôt profilés comme une sorte de parti politique en fait qui jouait une force d'opposition plutôt qu'en parti de coalition. Vu d'ici, Olaf Scholz, donc ça fait 3 ans qu'il est au pouvoir. On a l'impression qu'on ne le connaît pas si bien, finalement. Anne Maillet le rappelait, il est très impopulaire et pourtant il est candidat à sa réélection. Il croit qu'il peut refaire un peu le coup de poker de 2021, où il avait quand même déjoué les pronostics. Certains le surnomment Scholzomate en raison de son ton monocorde et de ses phrases interminables. Voilà, et il ne s'est pas merkelisé à l'issue de ces 3 ans de mandat qui s'achèvent un peu de façon précipitée.
passé, Hélène Mire de la Croix? Alors en même temps, il avait été à bonne école avec Angela Merkel, parce il n'est pas apparu d'un seul coup sur la scène politique. Il était vice-chancelier, c'était le numéro 2 du parti de grande coalition, que le dernier qu'avait Angela Merkel, donc qui avait à la fois le centre-gauche et le centre-droit, si l'on veut. Non, il a un problème... il n'a pas imprimé, comme on dit. Voilà, alors il n'a pas imprimé, on l'a pas perçu comme ça. Il a pourtant une longue expérience politique, régionale, puisqu'il était à Hambourg. Il a été donc ministre des Finances. Il connaît très très bien son pays et tous les rouages de la politique. Simplement, il a d'abord un tempérament alors qui est absolument incompréhensible vu de France, mais qui en Allemagne aussi laisse un petit peu surpris. C'est-à-dire que déjà on disait qu'Angela Merkel, quand elle devait répondre oui, elle répondait oui et elle s'arrêtait. Lui, souvent, il ne répond même pas oui. C'est-à-dire qu'il y a une avarice dans la communication qui a fait dire à beaucoup de ses critiques qu'il était quasiment une relation autistique avec son environnement et une incapacité à faire équipe. Et c'est aussi probablement cela, même si l'on ne sait jamais ce qui se passe vraiment à huis clos lorsque les membres de la coalition sont ensemble, il y a eu aussi une incompatibilité d'humeur et de caractère entre 3 hommes qui étaient à la tête de cette coalition, puisque vous aviez les Rouges, donc sociodémocrates, tirant plutôt vers une politique sociale avec Scholz, les Verts tirant plutôt vers une transformation de l'économie dans le sens de l'énergie avec Robert Habeck, ministre de l'économie, et puis Christian Lindner, le patron des libéraux, essayant de recentrer toujours vers le libéralisme avec Christian Lindner, qui a aussi une personnalité assez marquée. Donc ça n'a pas fonctionné. Ils ont été aussi victimes d'éléments qui n'étaient pas forcément de leur cause. La crise en Chine, qui a imputé bien sûr le secteur automobile allemand et les exportations allemandes. La guerre en Ukraine, on l'a évoqué. La réélection de Donald Trump, ce sont des facteurs qui n'ont rien arrangé. Exactement, et c'est justement pour ça aussi qu'il faut tout de même rappeler que cette coalition a quand même réussi à mener à bien plusieurs projets qui ont été esquissés déjà dans le contrat de coalition, malgré toutes ces conditions qui n'ont pas aidé à mettre justement bien en place ce qui était stipulé dans le contrat de coalition, comme Madame de la Croix le disait. C'était une coalition qui se voulait progressiste, il y avait vraiment beaucoup d'ambition politique, mais dans certains domaines, notamment tout ce qui est infrastructure, il y avait une sorte de remise en question en fait des priorités politiques qui ont été posées au début, parce que c'était avant l'éclatement de la guerre en Ukraine, fin 2021, quand le contrat de coalition a été signé, puis il y a la guerre. Donc il fallait remettre les priorités à jour, et c'est notamment bien sûr ce tournant, le changement d'époque, le Zeitenwende, que le chancelier Olaf Scholz a su opérer à travers ce fonds spécial de 100 milliards d'euros qui a en quelque sorte un peu bouleversé la logique gouvernementale et surtout la question cruciale des dépenses qui revient un peu sur la table maintenant aussi avec la question du maintien des 2% du budget de défense de l'Allemagne. Voilà, alors Anne Maillet l'a évoqué, on va s'y arrêter parce que c'est important. Cette question du frein à l'endettement, qui est une des raisons pour laquelle la coalition a volé en éclats, puisqu'elle était tiraillée au sein même du gouvernement entre les partisans de la réforme et ceux qui ne le sont pas. Qu'est-ce que c'est que ce frein à l'endettement et pourquoi ça pose un problème aujourd'hui? Ça empêche l'Allemagne, d'une certaine façon, selon ses détracteurs, d'avancer et de renouer avec une dynamique de croissance. Hélène Mire de la Croix. Alors il faut voir les sources, l'origine de ce dispositif, en fait, dans l'histoire de l'Allemagne. Et donc, dans la notion déjà d'ordolibéralisme, c'est-à-dire donc de l'État intervient un peu dans l'économie, mais le moins possible, plutôt pour essayer de la guider et d'amortir les chocs. Mais surtout, l'idée que l'État ne doit pas s'endetter. C'est-à-dire qu'il y a en Allemagne une longue histoire compliquée de catastrophes, y compris économiques, d'hyperinflation et de perte des économies des individus, qui conduit à une extrême rigueur dans ce que Madame Merkel appelait tenir les budgets de la ménagère. On ne dépense pas plus que ce que l'on a, et donc l'endettement est absolument condamnable. L'Allemagne a, je pense, commis l'erreur. Il y a donc quelques années, à un moment où la machine tournait bien, le moteur tournait rond, les exportations étaient extrêmement favorables et donc le budget extrêmement en excédent, de décider et d'inscrire dans sa constitution l'interdiction donc de dépasser un certain pourcentage. Donc 0,35% du PIB d'endettement,
sauf inflation. Alors, sauf faire récession. cela était une façon collective de dire nous sommes vertueux et nous décidons ad vitam aeternam de le rester. Ça voulait dire avoir très peu de sens historique et de ne pas savoir qu'en effet, il peut y avoir ces chocs très soudains qui peuvent conduire les politiques à momentanément avoir un peu de marge de manœuvre dans l'économie. Et là, ils se sont retrouvés piégés, puisque, comme ça a été parfaitement rappelé, vous l'avez rappelé, la Cour fédérale constitutionnelle, donc, qui est gardienne de la Constitution, a dit, au vu des projets de dépenses pour à la fois aller vers du social, vers du vert, et puis de maintenir, d'aider les entreprises à ne pas avoir trop de dépenses énergétiques, a dit, non. N'est pas possible. Et donc, c'est une espèce de piège qui s'est refermé, dont beaucoup veulent sortir. L'opposition, en particulier la CDU-CSU, a fait savoir qu'on irait quand même vers la sortie de cette règle. Mais comme c'est inscrit dans la Constitution, ce n'est corrigeable qu'avec un changement de la Constitution, c'est-à-dire une majorité des 2/3, avec donc 2/3 de la Chambre haute et de la Chambre basse. Et donc les partisans de la réforme, de ce frein à l'endettement, Jeannette Zuss, affirment que ça empêche l'Allemagne de faire des investissements publics dont elle aurait besoin, précisément pour refaire partir ce moteur qui est sacrément enroué aujourd'hui. Exactement, et on voit déjà que ça s'annonce comme un des sujets principaux pour cette campagne, donc, qui a en réalité déjà commencé, mais qui va réellement commencer avec ce vote de confiance aujourd'hui. On voit déjà dans les programmes qui ont fuité, ils vont être présentés officiellement par les partis politiques demain, que le frein à l'endettement ou cette réforme du frein à l'endettement fait vraiment partie intégrale de la campagne, notamment pour les sociodémocrates et les Verts. Les sociodémocrates, par exemple, ils ont annoncé qu'ils voudraient introduire une sorte de prime Allemagne et un investissement massif à hauteur de 100 milliards d'euros pour justement des investissements dans la technologie, dans l'infrastructure. On se demande en même temps pourquoi ils étaient quand même aussi à la manette, même s'il faut rappeler que les ministres étaient en charge de l'infrastructure, c'était justement libéral-démocrate, Volker Wissing, mais tout de même, il faisait partie, bien sûr, de cette coalition. Il y avait donc ces idées qui étaient stipulées dans le contrat de coalition. Pourquoi on n'a pas réussi à les mettre en place? On ne trouvait pas l'argent, voilà, comme on a dit, remise en question des priorités. Mais donc, la question se pose vraiment pour la campagne à venir. On va revenir sur les autres sujets de campagne et notamment la guerre en Ukraine qui en sera un sans doute. Mais d'abord une question de calendrier. Hélène Mière de la Croix, les élections fédérales devaient avoir lieu normalement fin 2025. Après le vote d'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est donc la coalition va être, le gouvernement va tomber. On aura 60 jours pour organiser les élections qui auront lieu au mois de février. Pourquoi Olaf Scholz, d'une certaine façon, a précipité ce calendrier? Pourquoi n'a-t-il pas attendu le calendrier initial fin 2025? Il y avait urgence? Alors, ça peut être surprenant, en effet. Donc, en Allemagne, on a des législatures de 4 ans. C'était septembre 2025. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on sentait le tiraillement à l'intérieur de cette coalition. C'est pas 2, c'est 3. Et en fait, qu'ils se paralysaient les uns les autres. Donc, cette décision... alors, on ne sait pas. Il y a beaucoup de discussions en Allemagne pour savoir si, finalement, c'est pas les libéraux qui ont poussé à bout le chancelier pour lui faire dire, maintenant, ça suffit. Je limoge les ministres libéraux. Je pense que l'élection de Donald Trump a joué aussi un rôle, avec un signal qui a été parfaitement perçu en Allemagne, selon lequel les États-Unis risquent assez fortement de se désengager de la défense européenne, ont bien fait savoir qu'ils attendraient de leurs alliés, dont font partie les Allemands, qui sont protégés par les États-Unis, devraient vraiment mettre 2% de leur produit intérieur brut dans la défense. Et puis, il faut le dire, on ne le voit pas beaucoup de France, mais Donald Trump a eu des mots très désagréables vis-à-vis de l'Allemagne, considéré comme un pays hostile qui inonde les États-Unis de ses véhicules automobiles et avec lequel la balance commerciale est défavorable aux États-Unis. Et donc, je pense que c'est pas un hasard si la rupture de cette coalition a eu lieu juste après l'élection de Donald Trump. C'est une façon de vouloir reprendre la main. Alors, vouloir reprendre la main, c'est compliqué. Parce que, est-ce que, en effet, le chancelier peut imaginer être de nouveau à la tête du gouvernement? Alors, comme vous l'avez dit, il y a déjà eu des surprises dans le passé. Simplement, beaucoup ont été quand même très surpris qu'il utilise sa prérogative de chancelier et donc de chef du SPD pour dire, j'y retourne et c'est moi qui emmène la liste.
La CDU, sachant qu'il y avait débat, et beaucoup, y compris dans son camp, lui demandaient de ne pas être candidat à sa réélection à Scholz. Oui, dans la mesure où surtout il y a un ministre de la Défense qui s'appelle Boris Pistorius. Qui s'est finalement retiré. Voilà, et puis qui est beaucoup plus, qui est apprécié dans l'opinion et qui correspond beaucoup mieux au visage que l'on attend des sociodémocrates, puisque ministre de la Défense, lui aussi, prêt à dire qu'il faut faire des efforts très importants et des efforts d'infrastructure, qui auraient beaucoup plus facilement, je pense, réussi à convaincre des électeurs qui risquent là de partir vraiment ailleurs. Et qui est moins avare en mots que Scholz. Alors précisément, la CDU, en ce moment, elle est vent en poupe dans les sondages. On est presque à 20 points devant, pour l'instant, le parti de Scholz, les sociaux-démocrates, avec son chef, Friedrich Merz, ancien grand rival d'Angela Merkel, qui voit enfin, après toutes ces années, peut-être son or venu. Dites-nous qui il est, Jeannette Zuss, ce Friedrich Merz. Oui, c'est vrai qu'il a le vent en poupe, même s'il y a eu toute une discussion aussi au sein de la CDU, comment justement retrouver une nouvelle ligne après ce règne. Il faut vraiment parler des règnes politiques de 16 ans d'Angela Merkel. Il y a en quelque sorte ce qu'on peut constater, notamment dans le contexte aussi des élections régionales qui ont eu lieu en automne 2023, en virage vers la droite dans certains domaines politiques, notamment dans l'immigration. Donc en fait, c'est un peu le retour d'un homme politique qui affiche un véritable leadership, qui se veut un peu un law and order, donc quelqu'un qui mène la politique de façon très déterminée, et c'est ce dont apparemment a besoin la population allemande, quelqu'un qui prend en main les choses. Il est tout de même contesté, notamment par Angela Merkel elle-même, qui vient de publier sa biographie et qui a justement commenté aussi ce virage vers la droite. Elle a critiqué, elle a remis en question. Il faut voir comment la campagne, comment il va se comporter, mais dans tous les cas, pour l'instant, on a vu des débats assez clivants au sein du Bundestag, notamment des pics lancés vis-à-vis du chancelier. Donc, c'est une campagne assez dramatique pour l'instant. Très masculine. D'ailleurs, on a vu les deux hommes, avant même que le Bundestag soit dissous, s'affronter au Parlement. Oui. Alors, je voudrais quand même ajouter quelque chose ce qui vient d'être dit peut donner l'impression que les électeurs allemands sont des girouettes qui votent un coup à gauche et puis un coup à droite. Attention, aux dernières élections, donc il y a 3 ans, la CDU était aussi en très bonne position. Simplement, il y a eu un certain nombre de malheurs dans la campagne et leur candidat principal, enfin le candidat qui avait battu Merz lors des primaires, qui s'appelait Armin Laschet, a commis l'erreur de rire, enfin de se faire filmer riant alors qu'il y avait eu des inondations assez dramatiques en Allemagne. Donc c'est pas on a l'impression que ça bascule d'un côté à l'autre, mais l'électorat chrétien-démocrate, donc centre-droit, selon, plus ou moins centriste ou plus ou moins allant vers la droite, est quand même assez stable en Allemagne. Ils ont une autre difficulté en Allemagne, c'est qu'il y a aussi on parle toujours de la CDU, c'est CDU de CSU, c'est-à-dire qu'il y a la dimension bavaroise, avec un chef de gouvernement régional, Söder, qui se met énormément en scène et qui, et ça aussi c'est récurrent dans l'histoire de l'Allemagne fédérale, aurait bien aimé être le premier des premiers. Il a finalement laissé la place à Friedrich Merz, mais Friedrich Merz n'est pas complètement aimé de tous. C'est un homme un peu cassant, un peu colérique. Il n'a jamais été ministre de quoi que ce soit. Il n'a jamais gouverné régionalement. Il a été beaucoup mis sur la touche par Angela Merkel, qui a éliminé tous ses opposants les uns après les autres. Et puis il est allé dans le privé. Il a gagné beaucoup d'argent, même s'il prétend faire partie de la classe moyenne. C'est quand même un homme de l'élite, entre guillemets. Angela Merkel, d'ailleurs, qui en a rajouté une petite couche en tirant la couverture médiatique à elle avec le lancement de ses mémoires, et là, il y a quelques semaines, alors que précisément, celui qui pense voir son heure arriver aimerait bien qu'on parle plus de lui, avec deux possiblement troublemakers, des fauteurs de troubles dans ces élections à venir. L'extrême droite, bien sûr, l'AfD, mais aussi l'extrême gauche allemande, qui elle aussi, Jeannette Zusse, a marqué les esprits sur les dernières élections régionales. Exactement, il faut peut-être expliquer cela, parce que c'est un parti qui n'est peut-être pas encore aussi connu en France. Il s'agit du BSW, donc c'est l'alliance autour d'une politicienne qui est une ancienne figure de pro de la Linke, donc la gauche traditionnellement, Sarah Wagenknecht, et donc elle a construit toute une alliance auprès d'elle-même. Et en fait, ce parti, il a quand même réussi, alors qu'il a été fondé seulement en janvier 2024, donc c'est pas longtemps, à s'imposer d'abord à l'échelle des élections européennes, où il a réussi à dépasser le seuil nécessaire pour être présenté au Parlement européen.
bien, et puis notamment dans les élections régionales en Allemagne de l'Est, où il y a beaucoup plus d'appétence pour faire élire des partis anciennement de gauche. Et justement, l'ancien parti Die Linke, la gauche, s'est fait en quelque sorte éclipser et risque de ne plus être représenté au Bundestag, parce qu'il faut dépasser en fait cette barre symbolique de 5%. Et donc le BSV, il peut tout à fait cannibaliser en quelque sorte quelques voix des sociodémocrates, mais aussi des autres partis établis. Et à cela s'ajoute donc l'AfD, l'extrême droite, qui est affichée dans les sondages entre 18, parfois même jusqu'à 20%. Il faut vraiment voir la dernière ligne dans la campagne comment cela se présente, parce que les électeurs, ils doivent aussi parfois voter de façon stratégique. Ils vont se poser la question à quel point ça vaut le coup en fait de voter pour un tel parti qui ne peut ensuite pas gouverner. Mais dans tous les cas, si on additionne ces voix, c'est à peu près un quart de la population allemande qui vote pour l'extrême droite ou l'extrême gauche. Donc c'est tout à fait considérable. C'est elle, Sarah Wagenknecht, dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que ça dit c'est elle, hein. Ça, c'est Alice Weidel. Ah, pardon. Ça, c'est la chef de l'AfD. Tant pour moi, pardon, effectivement. Pardon, excusez-moi. Hélène Mière-Delacroix, qu'est-ce que ça dit, cette tentation des Allemands et comparaison n'est pas raison, mais on parlait de la France, c'est aussi un comportement électoral que l'on connaît ici, de se déporter vers les extrêmes. Absolument. Et la tentative de Sarah Wagenknecht, qui vient de la gauche radicale et qui a donc créé ce parti autour d'elle, quand même, ce qui est quand même très, très narcissique, a eu l'intention, l'ambition d'aller récupérer... Voilà, c'est elle, là, pour le coup. Voilà, en rouge, là. D'aller récupérer les ouvriers, les membres de la classe ouvrière qui étaient tentés par l'extrême droite, en les ramenant dans son giron, puisqu'elle se représente comme quand même la tradition même du parti de la RDA, et donc avec une proposition patriotique sociale, de droite, de gauche, admirant Poutine, et en même temps pour une intervention de l'État en faveur des gens moins aisés. Le problème, et comme l'a dit Jeannette Juss avec justesse, c'est qu'elle a plutôt pillé le parti de la gauche radicale, mais elle n'a pas beaucoup été grignotée de voix auprès de l'extrême droite. Donc cette ambition n'a pour l'instant pas réussi, et ça donnerait plutôt une polarisation extrême droite, extrême gauche, où cette gauche radicale un peu difficile à situer mangerait sur les partis traditionnels qui forment cette espèce alors on appellerait l'arc républicain en France, et qui se rétrécit énormément. C'est pourquoi les prochaines élections qui vont avoir lieu fin février... Vous réservez leur lot de surprise. On va voir ce que ça va donner, parce que selon les proportions des différents partis, eh bien, ceux qui peuvent gouverner ensemble risquent d'être peu nombreux. Je vous coupe parce qu'on marque une courte pause et on se retrouve juste après pour poursuivre cette discussion. À tout de suite. 10h30 ici à Paris, la suite de notre émission aujourd'hui autour d'une question. L'Allemagne s'apprête-t-elle à devenir ingouvernable alors que le chancelier Scholz va poser aujourd'hui la question de confiance au Bundestag qui devrait, sauf immense surprise, faute de majorité, voir sa coalition tomber et des élections anticipées être organisées au mois de février. On en parle jusqu'à 10h45 avec vous, Hélène Mière-Delacroix. Rebonjour, professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Avec vous, Jeannette Zuss. Rebonjour et merci encore d'être là, chercheuse au comité d'études franco-allemandes auprès de l'Institut français des relations internationales. Pour refaire un point de calendrier, donc le vote aura lieu cet après-midi au Bundestag. Ensuite, le président allemand, c'est lui qui va formellement dissoudre l'Assemblée nationale. Ce que ça veut dire aussi, c'est que l'Allemagne, dont on connaît à la fois l'efficacité, mais le temps qu'il faut pour monter des coalitions, va être un peu hors jeu, alors qu'il y a des choses importantes qui se passent en Europe, on va y revenir, pendant plusieurs mois, parce qu'après les élections du mois de février, il faudra des semaines, voire des mois. L'histoire a déjà prouvé que ça pouvait se passer comme ça pour monter une coalition. Oui, c'est-à-dire que l'Allemagne est comme la France, c'est-à-dire pour l'instant on s'occupe de soi. C'est-à-dire que le pays se trouve à peu près dans la même situation à ne pas réussir à faire un budget, ce qui pose des réels problèmes. Bon, la France va voter une loi pour essayer de maintenir les choses. D'ailleurs, les Allemands, ils vont faire comment là? Exactement, c'est le même. Alors, le principe, c'est qu'ils prolongent le budget de 2024. Alors, il y a certains ministères qui sont ravis parce qu'ils étaient plutôt bien dotés. Il avait été annoncé qu'ils auraient des coupes. En revanche, c'est très, très difficile pour les différents acteurs
qui sont financés par l'État, de faire des prévisions certaines. Donc on prolonge jusqu'à ce qu'on se remette d'accord à nouveau, comme en France. Voilà, il va y avoir un nouveau budget, donc c'est pour ça qu'il est important que les choses se passent vite. Alors là, formellement, si bien évidemment, si les choses se passent comme Olaf Scholz le souhaite, c'est-à-dire qu'il soit renversé. Hein, c'est bien un peu le contraire. Oui. Il souhaite ne pas avoir la confiance. Il va voir le président fédéral, donc c'est lui qui va présenter sa démission, et le président fédéral a 3 semaines pour dissoudre le Bundestag. Il va prendre quelques jours, il ne va pas probablement attendre 3 semaines, et après il a 2 mois pour organiser des élections. On a déjà fixé la date des élections, donc on sait déjà que les choses 23 sont pliées. février. 23 février. Pourquoi si tôt? Enfin, le plus tôt possible, parce que en Allemagne, une fois qu'on a le résultat des élections, c'est seulement là qu'on sait qui va pouvoir gouverner avec qui, et selon les rapports de force. Et il y a en plus des tas de petites finesses dans la loi électorale allemande, là aussi toujours pour préserver le pays contre un émiettement des forces politiques, qui fait qu'un certain nombre de forces politiques, en particulier les libéraux qui sont assez menacés, s'ils n'ont pas 5% des voix dans le vote proportionnel, ont 0 représentants au Bundestag, à moins qu'ils aient un élu direct, mais qu'ils en aient 3, et c'est absolument pas probable. Ça veut dire que le nombre des partis qui vont pouvoir former une coalition va se réduire. Et limité. Limité. Et donc là, les premières choses qu'ils vont avoir à faire, c'est en effet à faire un budget et puis à relancer les différents projets. Alors, il ne faut pas non plus faire comme si, quand on n'avait pas de gouvernement, toute la vie s'arrêtait. Il y a dans les ministères des fonctionnaires qui travaillent, qui produisent des notes, qui font avancer les dossiers. Et normalement, si les choses se passent bien, tant du côté français que du côté allemand, quand on aura un gouvernement stable, eh bien, hop, on va pouvoir faire sortir immédiatement des dossiers qui sont prêts sur la table. Mais ça risque de prendre du temps, Jeanne Dusseux. Oui, je veux juste rappeler que en fait, cette question du délai, elle était quand même cruciale parce qu'en fait, pour les partis, notamment pour le Parti libéral-démocrate, l'FDP, en fait, il s'agit maintenant de se préparer à cette campagne et en fait, c'est relativement peu de temps pour le faire parce qu'il a été mal vu avec cette décision, aussi ce papier qui a fuité, qui était appelé D-Day, où on supposait que le parti s'est préparé de façon précoce à mettre fin à la coalition. Finalement, c'est Olaf Scholz qui a donc précipiter cette décision. Mais dans tous les cas, ça a porté préjudice au Parti libéral-démocrate. Donc en fait, les libéraux-démocrates, ils voulaient plutôt que ces élections se tiennent un tout petit peu plus tard. Sauf que l'opposition, notamment la CDU, a réclamé que ces élections se tiennent pour de vrai assez rapidement parce que c'était une situation politiquement intenable. Donc finalement, 23 février, c'est en quelque sorte un compromis entre donc, la coalition qui existe encore, minoritaire, certes, social-démocrate verte, et l'opposition. Avec un scénario, donc on l'a dit, qui n'est pas joué à l'avance, même si les conservateurs sont en tête dans les sondages. Pour parler de cette campagne, justement, campagne express, 2 mois de campagne, même si on l'a dit, elle a déjà un peu commencé en réalité. L'économie, bien sûr, l'Allemagne qui devrait signer sa 2e année de récession, avec ces licenciements dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, chez Volkswagen notamment. Volkswagen, le symbole de l'économie allemande. Est-ce que l'Ukraine va être un enjeu de la campagne Ça l'est, en particulier parce que les partis qui sont donc sur les marges, tant à droite qu'à gauche, jouent fortement la carte. Il faut tout de suite aider à signer la paix. Il faut aider à l'arrêt des combats. Ça répond à quelque chose dans l'opinion publique allemande, une espèce de lassitude? Pas partout, mais il y a des parties de la société allemande qui en effet estiment que depuis le début, il faut écouter les soucis de M. Poutine. Il faut reconnaître. C'est quoi, un courant pro-russe non négligeable? Pro-russe avec plusieurs raisons. Alors à la fois il y a une proximité historique, géographique. Il y a aussi cette impression que on n'aime pas trop le monde actuel, le libéralisme, cet État, et donc c'est très américain, donc c'est quand même très, très anti-occidental aussi. Et puis il y a des gens qui estiment que tout ça va coûter très cher, que l'Allemagne n'a pas à se mêler de cela, que l'Allemagne devrait rester complètement à l'écart de tout, et que faire plus de dépenses militaires n'est pas du tout indispensable. Enfin, il y a tout ce mélange, y compris d'un courant pacifiste qui existait historiquement au SPD, au parti de Olaf Scholz. Et Olaf Scholz, il a eu quand même du mal vis-à-vis de son parti à la fois être très clairement contre Poutine et en même temps ménager une partie de son opinion qui estime que l'héritage social-démocrate, c'est tendre la main vers l'Est. L'Allemagne, qui est quand même le 2e soutien derrière les États-Unis à l'Ukraine aujourd'hui, et un Olaf Scholz, quelques jours après l'éclatement de sa coalition, qui téléphone à Vladimir Poutine.
disant qu'il faut peut-être faire une paix, une trêve. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'il veut apparaître comme celui qui est raisonnable, quoi, dans cette histoire? Et ça a été plutôt mal perçu, d'autant plus qu'il ne s'est pas vraiment accordé avec ses partenaires européens. Donc c'est quelque chose qui a été beaucoup critiqué, notamment par l'opposition, par Friedrich Merz. En même temps, il essaye de donner des éléments de réponse à ces craintes qui ont pu émerger et qu'on a pu voir, notamment dans le contexte des élections régionales, donc en Allemagne de l'Est, où il y a justement une proximité, comme l'a rappelé Hélène Millard-Lacroix, vis-à-vis de la Russie, à cause de l'histoire, bien sûr, l'ex-RDA, mais aussi on a vu que cette idée du chancelier de la paix, est-ce qu'il a vraiment tenu sa promesse? Parce qu'il a quand même défendu une ligne très pro-militaire, pro-militariste allemande, même si il se prononce contre la livraison des missiles Taurus, ce qui est revendiqué donc par l'opposition. Des missiles longue portée, contrairement à Paris d'ailleurs. Qui toucher potentiellement le sol russe aussi. Toujours est-il qu'une partie au sein des sociodémocrates, en fait, qui sont vraiment traditionnellement très pacifistes, n'ont pas vraiment vu suffisamment d'éléments ou suffisamment d'efforts qui ont été déployés pour mener des négociations de paix, diplomatiques, et sont dans ce contexte-là qu'il a pris l'initiative de faire un appel à Poutine, visiblement sans réussite. Cette position de Scholz sur l'Ukraine, ce coup de fil à Poutine sans concertation, ça a été un petit caillou de plus dans une relation franco-allemande très compliquée, pour ne pas dire autre chose, ces dernières années. Et ça, c'est une bonne nouvelle ni pour la France, ni pour l'Allemagne, ni pour l'Europe, Hélène Millard-Lacroix. C'est jamais une bonne nouvelle quand les Français et les Allemands ne se concertent pas et quand ils ne parlent pas d'une même voix. Alors en même temps, il faut savoir qu'il y a aussi souvent, on le sait dans l'histoire de cette relation, une répartition des rôles, c'est-à-dire que c'est pas toujours... ils peuvent se mettre d'accord pour que l'un pose quelque chose pendant que l'autre reste dans l'ombre et qu'il se renvoie la balle. Simplement, c'est pas tellement actuellement ce qui, au niveau que l'on voit au niveau qui est de communiquer des chefs d'État et de gouvernement, la ligne qui va rester. Donc c'est pas ça qui restera l'histoire. Il faut pas non plus aller trop vite et se dire que les Français et les Allemands ne se parlent plus, etc. Il y a au-dessous de ce niveau supérieur tout un ensemble de contacts permanents, y compris entre les ministères de techniques. C'est quand même, il faut pas l'oublier, la France et l'Allemagne sont l'un pour l'autre le pays qui sont le plus interconnectés et avec lequel il y a le plus de concertation. Mais c'est vrai que au niveau supérieur, il y a à la fois eu l'impression de priorités différentes, de communications différentes et un petit peu de coup bas, c'est-à-dire de tirer la couverture à soi. Et là, ce coup de fil d'Olaf Scholz, c'était aussi très clairement pour envoyer un message aux électeurs qui, à l'Est, avaient plutôt donné leur voix au parti pro-russe. Voilà, un président, un chancelier sortant, président, pas encore sortant, mais pour qui ça va quand même pas fort, c'est pas une bonne nouvelle, ça, pour la construction européenne. Quand le moteur franco-allemand est un peu encrassé, c'est aussi la dynamique européenne qui paye le prix. D'autant plus que ça intervient à un moment quand même stratégique pour l'Union européenne. On vient d'avoir une nouvelle commission européenne qui a été mise en place. Il y a eu les élections européennes en juin. Après, il y avait en quelque sorte un petit vide politique pendant l'été jusqu'à la fin de l'automne parce qu'il fallait justement nominer les commissaires. Donc en quelque sorte, si la crise avait seulement duré, notamment en France, jusqu'à ce moment-là, ça aurait pu ne pas être aussi problématique que cela, mais maintenant c'est justement l'Allemagne qui se retrouve en crise, et comme l'a rappelé aussi Hélène Millard-Lacroix, c'est pas parce qu'on a les élections le 23 février qu'on a tout de suite en gouvernement. On fait face à une fragmentation de plus en plus accrue du système politique allemand. Il se pose réellement la question, qui va pouvoir gouverner avec qui? Est-ce qu'on va se retrouver avec une grande coalition qui pourrait représenter en quelque sorte la stabilité de l'Allemagne, un peu en retour en même temps de ce qu'on a peut-être vu avec Angela Merkel, les sociodémocrates qui vont encore une fois se faire éclipser par la CDU. Est-ce que c'est dans leur intérêt? Puis en même temps, c'est quoi l'alternative? Donc on pourrait voir émerger une coalition noire-verte, donc entre la CDU et les Verts. Ça serait un peu en quelque sorte une expérience aussi inédite qu'on a déjà vue à l'échelle des Länder régionales, mais qu'on n'a pas encore vu à l'échelle nationale. L'AfD au sein d'une coalition, c'est exclu? Et l'AFD, ça c'est complètement exclu, ça, d'office, ça a été exclu. Ce qui est
aussi également exclu, alors que ça se fait maintenant à l'échelle régionale. C'est une coalition avec le BSW, donc cette alliance autour de Sarah Wagenknecht, dont on a déjà parlé, qui a réussi donc à s'imposer, notamment dans les Länder de l'Est, à l'échelle régionale, en tant que force pour former une coalition. Mais à l'échelle nationale, pour l'instant, c'est exclu. Donc il n'y a que la CDU, la SPD, les Verts et éventuellement les libéraux démocrates. Et puis on n'oublie pas, dans le calendrier, il y a bien sûr le retour aux affaires de Donald Trump à Washington. Et ça c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie allemande. Hein. Ben non, puisque si Donald Trump fait ce qu'il a annoncé, il risque de taxer énormément à l'importation les produits venant d'Europe et en particulier venant d'Allemagne et en particulier les produits automobiles. Et comme l'Allemagne a perdu ce grand marché, enfin elle l'a pas perdu complètement, mais le grand marché chinois qui était vraiment ce sur quoi on a misé depuis l'époque de Kohl, hein, les archives montrent très bien que c'est une stratégie à long terme de placer ses positions en Chine. Les Chinois ont à la fois récupérer d'une certaine façon la technologie, sont capables de produire des véhicules qui sont presque mieux d'ailleurs que les véhicules allemands, qui sont moins chers, qu'ils exportent à leur tour, et eux-mêmes ont une forme de récession qui assèche ces possibilités d'exportation de l'Allemagne. Donc il faut quand même jamais l'oublier, ça aussi c'est historique, l'Allemagne a toujours été un pays qui a besoin d'exporter énormément et qui a besoin d'exporter des produits transformés qui occupent, qui donnent de l'emploi à des Allemands en Allemagne. Donc c'est pas seulement parce qu'on veut avoir des chiffres d'exportation phénoménaux, c'est que il y a moins d'exportation, on perd des emplois en Allemagne. 8 millions de postes. Hein. Absolument. 8 millions, c'est pas rien. 8 millions de postes, des Allemands qui subissent de plein fouet bien sûr aussi la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Je lisais un papier sur l'état, le moral des Allemands, que l'on dit assez pessimiste. On évoquait il y a quelques jours l'augmentation. C'est un signal faible des arrêts maladie qui est en augmentation chez les travailleurs en Allemagne. Est-ce qu'il y a un pessimisme? C'est une société qui vieillit aussi, l'Allemagne. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inquiétude qui gagne du terrain en Allemagne? Oui, c'est assez intéressant, notamment dans les études qui sont faites sur l'émergence du populisme en Allemagne. On constate en fait qu'on ne fait pas forcément face à un déclassement réel de la classe moyenne, notamment pour l'électorat qui vote pour l'AfD, comme on pourrait le constater pour la France. Donc ceux qui votent en grande partie pour le Rassemblement national, c'est souvent qui sont réellement déclassés. Mais un ressenti. Par exemple, désindustrialisé, mais c'est vraiment un ressenti d'un potentiel déclassement, même si, bien sûr, il ne faut pas non plus se voiler la face. L'Allemagne va mal actuellement, c'est la deuxième année de récession, vous l'avez dit. Il y a cette perte de postes, mais ça touche aussi un électorat traditionnellement plutôt ouvrier, qui a été donc un électorat social-démocrate qui peut maintenant soit ne plus voter du tout, être abstentionniste ou voter pour l'AfD. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là, mais en grande partie, c'est aussi un ressenti de déclassement potentiel. On a souvent l'impression en France qu'on est les champions du monde, du pessimisme, de se trouver nul, etc. Il y a aussi cette grande tendance en Allemagne qui peut venir très très rapidement. Et actuellement, quand on est en Allemagne et qu'on parle avec les gens, la phrase qui vient toujours, c'est de toute façon, plus rien ne va. Les trains Pourtant, on a dit pendant des années qu'en Allemagne, on faisait tout mieux que tout le monde. Ça bascule très très vite. Et là, on a trop de bureaucratie, nous sommes en train de nous étouffer, nos ponts sont en train de s'écrouler, les trains n'arrivent plus à l'heure, c'est fini. Voilà, tout va à volo. Hein, c'est vraiment cette impression. Et c'est jamais bien quand dans un pays, les gens estiment que tout va mal parce qu'ils vont chercher, soit ils arrêtent de voter, soit ils vont chercher des solutions miracles proposées par des marchands de rêve. Voilà, et ça vaut pour l'Allemagne comme pour la France. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues sur ce plateau, donc évoquer ces enjeux avant ce vote tout à l'heure au Bundestag. Merci beaucoup Hélène Mière-Delacroix. On vous lit Ennemi héréditaire, point d'interrogation, un dialogue franco-allemand chez Fayard. Jeannette Zus, on vous lit dans l'Allemagne d'aujourd'hui, où vous avez travaillé sur les libéraux qui feront ou déferont le futur politique de l'Allemagne, on l'a dit tout à l'heure. Merci infiniment. Une émission à revoir bien sûr en replay sur France 24. Tout de suite le grand format de Parlons-en. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité internationale. On ira bien sûr du côté de Mayotte. À tout à l'heure.